Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Excellence commerciale. Nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Isabelle Barthes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors nous allons parler d'engagement, nous allons parler de désengagement avec un côté très positif. Comment est-ce que concrètement on peut accompagner ces collaborateurs qui doutent, ces collaborateurs qui hésitent, ces collaborateurs qui prennent de la distance par rapport à la mission, par rapport à la vision, par rapport à l'esprit d'équipe. Donc ça va être une masterclass passionnante. Avant de rentrer dans cette masterclass, vous êtes toujours aussi formidable, hein. Vous étiez près de 260 inscrits la semaine dernière pour écouter Nicolas Caron, Lève-toi et négocie, son dernier ouvrage qui conclut le triptyque, hein, Lève-toi et vends, Lève-toi et prospecte et Lève-toi et négocie. Le pape de la vente, Nicolas Caron. Vous pouvez retrouver sa masterclass dans notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une application mobile qui s'appuie sur les dernières recherches en sciences cognitives pour favoriser l'engagement. Favoriser l'engagement et notamment l'engagement des collaborateurs commerciaux. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour accompagner les grandes organisations à accélérer les transformations de leur métier. La page de pub est terminée. Alors Amaury, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de l'extraordinaire expérience d'Isabelle? Oui, tout à fait. Alors, Isabelle, vous êtes professeure agrégée des universités et chercheuse en sciences de management. Vous êtes diplômée du programme Grande École de l'EM Lyon en 1982 et à votre sortie d'école, vous fondez une société d'import qui collabore avec de grandes entreprises comme Total ou Elf, notamment en Afrique, ce qui renforce vos capacités de manager. En 1993, vous décidez de vous consacrer pleinement à la recherche en devenant attaché d'enseignement et de recherche à l'IUT Lumière de Lyon. Vous soutenez votre doctorat en 1994 et en 2005, vous obtenez votre agrégation en sciences de gestion. Vous êtes aujourd'hui professeur des universités, chercheuse en sciences de management donc, mais aussi vous avez été directrice de l'école de management de Strasbourg et aujourd'hui de la recherche de l'Institut des hautes études économiques et commerciales. Votre objectif est de faire dialoguer le monde de la recherche et celui des entreprises pour mettre en œuvre un management respectueux des hommes et des femmes. Vous mettez aujourd'hui votre expertise terrain ainsi que vos études au service des entreprises. Vous avez d'ailleurs publié près de 7 ouvrages sur les sciences du management ainsi que de nombreux articles. C'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Et j'ajouterais que je suis la maman de 6 enfants, ce qui fait partie aussi de ma fierté personnelle. Bravo, bravo. Isabelle, on est vraiment très content de te recevoir aujourd'hui Bon, merci. pour parler de ce désengagement. Je voudrais commencer cet échange par cette intervention d'Anne Fleur Goll, donc diplômée d'HEC, qui le 9 juin dernier fait le buzz lors du discours de clôture. Déclare après quelques mois d'insouciance campusarde à HEC, j'ai ressenti un profond désarroi en prenant conscience que les métiers vers lesquels menaient mes études étaient la principale cause de cet effondrement environnemental. Avant même d'avoir commencé à travailler, Anne-Fleur Goll était désengagée vis-à-vis de l'entreprise. Oui, alors bon, je suis d'ailleurs, elle n'avait pas lancé le bal, si je me souviens bien, c'était AgroParisTech où il y avait eu exactement la même appel à la démission, ce qui m'avait beaucoup choqué d'ailleurs, de la part d'étudiants brillants. Et je pense que quand on a la chance de faire des études, d'aller jusqu'à la fin d'une grande école aussi brillante qu'HEC ou d'autres, puisqu'il y a eu l'X, etc., on a une responsabilité. On a une responsabilité vis-à-vis de la société. Elle n'est certainement pas de démissionner, elle est d'amener à bifurquer et de proposer des choses innovantes dans son expertise pour faire avancer les sujets. Donc j'ai trouvé ces étudiants gentils, sympathiques. Alors déjà, ils ont attendu la diplomation pour dire les choses, parce que pour avoir dirigé 2 écoles de management, je veux dire, le dialogue existe quand même avec les étudiants. Ils n'ont pas refusé leur diplôme. C'est quand même aussi un petit garde-fou pour la suite. Et la démission, non. Non. La responsabilité, oui. Et la responsabilité des entreprises, sociétales, mais personnelle également.
Alors, c'est le syndrome de quelque chose, en effet, qui est important à dire, cette réflexion sur le sens, dont on parle énormément, alors qui n'est pas récente, 96, Greener, les bullshit jobs, voilà, cette perte de sens, cette envie de sens que tout le monde a, et elle est intéressante, il faut la regarder avec un regard voilà, bienveillant, mais je crois que là, il y a un petit peu trop de naïveté dans la façon de l'exercice, et puis qui était un peu répétitif dans l'envie du retentissement médiatique. Donc je pense qu'il y a d'autres façons de bifurquer. J'aime mieux le mot bifurcation que le mot démission. Oui. Quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois de démission silencieuse? Alors, c'est vieux comme le monde, parce que hashtag quiet quitting, ça apparaît sur les réseaux sociaux comme tout le monde, ça fait quelques semaines, quelques mois. Je regarde pas TikTok, visiblement c'est parti de TikTok. C'est quoi la démission? Quiet quitting, c'est la démission silencieuse. C'est quoi? C'est en gros, quand on regarde bien, ce que nous disent les gens, parce que j'ai quand même été regarder après des vidéos, c'est je fais juste ce qu'on me demande. Alors, je dirais c'est vieux comme le monde, c'est le travail prescrit. Voilà, j'ai une fiche de mission, je m'y tiens et je ne vais pas au-delà. Ce qu'on appelle souvent le travail réel, cet écart. Oui. Voilà, alors ça, c'est pas quelque chose de très récent. Très bien que ça soit mis au jour, que les médias s'en emparent, parce que là aussi, je pense que c'est révélateur d'envie d'autre chose, mais en soi, ce n'est pas, c'est simplement l'avatar, une autre façon de nommer un phénomène qui est vieux comme le monde. Et pour moi, la question derrière la question du quiet quitting, c'est en fait, on va revenir à cette question d'engagement, de désengagement sur laquelle on va parler. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui est plus fort, qui monte en puissance depuis le début des années 2000, mais qu'on voit. C'est l'importance maintenant de l'émotion, la reconnaissance de l'émotion dans le milieu professionnel. Alors, le marketing avait compris ça bien avant nous, bien avant l'entreprise. C'est-à-dire que je dis toujours que le consommateur en nous est toujours en avance sur le salarié. Le consommateur, le marketing ont compris qu'il fallait faire du storytelling, qu'il fallait parler émotion et pas simplement du plus et du moins, comme 50 millions ou 60 millions de consommateurs. Et cette hyper-rationalité qu'on a abandonnée en marketing, eh bien, avec 20 ans au moins de retard, parce que premiers articles sur justement l'émotion, c'est 82, début des années 80 en marketing, eh bien, on se rend compte que le salarié n'est pas neutre, que l'affectif est présent, qu'on doit travailler avec des émotions du ressenti. Et ça, il y a eu une rupture avec le confinement, télétravail, perte incertitude, enfin ça on peut. Et derrière, donc pour moi, il y a un concept hyper solide, qui n'est pas le quiet quitting, c'est le contrat psychologique. Alors, le contrat psychologique, c'est pas récent non plus. Premiers écrits, Denise Rousseau, 89. Je vous fais un peu des take-away, après vous irez voir. Oui. Qui nous dit quoi? Qui nous dit, au-delà du contrat de travail qu'on signe, etc., elle dit, il y a un deal in mind, il y a un contrat dans la tête. C'est-à-dire que autour de ce qu'on nous décrit, il y a tout ce qu'on va nous dire, les promesses qu'on va nous faire, les petites phrases. Et en fait, le salarié, le collaborateur va s'imaginer des choses. On est dans le tacite, on est dans l'implicite. Et par rapport à ce qu'il imagine de ce qu'on attend de lui, il va se mettre au travail à sa façon, de la façon dont lui il conçoit. Ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est le temps d'évaluation. Et là, il peut y avoir un effet, alors on appelle ça la disconfirmation, c'est-à-dire qu'il peut avoir le sentiment d'avoir beaucoup trop donné par rapport à la rétribution qu'il a. Mais la réalité, est-ce qu'on lui en demandait autant? Donc, on est vraiment sur de l'émotion, de l'affectif et ce fameux contrat psychologique, me semble-t-il, qu'il faut prendre en compte largement plus que du réaménagement pur et dur du contrat de travail, particulièrement dans les métiers commerciaux où l'engagement est quelque chose de très, très, très important, plus que dans d'autres métiers. Et il n'y a aucun jugement, bien sûr, de valeur de ma part. Alors, ce contrat psychologique, est-ce qu'il y a un moyen de le formaliser? Non, alors justement, l'intérêt du contrat psychologique, c'est qu'il est uniquement dans le tacite, l'implicite, l'informel. Par contre, on peut ne pas se planter. Je prends un exemple, dire à quelqu'un, par exemple, un de ces commerciaux, tu as l'étoffe, alors on va te prendre l'exemple d'un commercial, tu as l'étoffe d'un manager commercial.
bah, la personne, elle va peut-être entendre, eh bien, je suis en route pour une promotion vers le poste. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est toute la théorie de l'émetteur et du récepteur. Hein. Ce qu'on dit, ces petites phrases qui sont des fois lâchées, on s'en souvient même plus et qui nous reviennent, ça on le connaît bien hein, quand on a managé, et qui vont nous revenir après, mais tu m'avais dit ça, j'avais compris ça. Voilà, donc c'est l'antithèse de la formalisation, le contrat psychologique. Voilà, c'est la nébuleuse, le halo autour du contrat formel. Est-ce que ça veut dire que le manager devient un peu une nounou qui doit faire attention à chacun de ses mots, à chacune de ses attitudes pour ne pas blesser, pour ne pas froisser les membres de son équipe? Alors, de toute façon, un manager ne doit pas froisser, ne doit pas exercer son effet golem, ne doit pas être toxique, il doit être bienveillant, enfin, tout ce qu'on dit, même s'il y a des moments où il faut savoir être autoritaire, dire les choses, ça c'est un sujet un peu adjacent, ça c'est clair. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est l'authenticité. Un manager doit être authentique, il ne peut pas peser chacune de ses phrases. C'est le deal, c'est justement le deal. Le management, c'est de la construction entre un manager et un manager. C'est jamais complètement de la faute du manager et complètement la faute du manager, un dysfonctionnement ou un problème managérial. Moi, je dis beaucoup dans mes séminaires à mes étudiants, vous serez peut-être manager un jour, pas tout de suite. D'ailleurs, beaucoup ne le savent pas, de moins en moins. Mais vous serez toujours managé. Et même au plus haut niveau, on est managé par son conseil d'administration, sa gouvernance. Si on est auto-entrepreneur ou on est managé par les impôts, l'URSSAF. Voilà, il faut savoir co-construire ce management. Et c'est d'ailleurs un peu le problème du quiet quitting ou de la démission, la big quit ou je ne sais pas. C'est qu'on pose un mot et on se débarrasse du truc en se disant ils ne veulent pas bosser, ils se désengagent, sans se remettre nous en cause, par exemple, en tant que manager, en disant après tout, mon management est peut-être défaillant. Ça explique peut-être ce désengagement. Donc, il y a des choses qui sont bien, mais une fois de plus, il faut prendre de la distance critique et pas foncer la tête dans le guidon, voilà, et dans le syndrome du docteur Knock, où tout bien portant est un malade qui s'ignore, hein, voilà, et toute personne un peu frustrée dans son travail pratique le quiet quitting, et puis toute personne un peu fatiguée est en burn-out, voilà, ça. Les mots ont un sens, les concepts aussi, enfin, ils aident à penser, et je crois qu'il faut prendre un peu du recul avec tout ça. Dans un TED Talk que tu as organisé à Clermont, tu parlais du concept de kakistocratie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, la kakistocratie, c'est deux mots grecs, kakistos, les pires, kratos, le pouvoir. Et la kakistocratie, c'est le pouvoir par les pires, la direction par les incompétents. Voilà, donc un phénomène très, très, très partagé. Depuis qu'il y a eu une première vidéo il y a 4-5 ans, et en effet, on m'a demandé un TEDx là-dessus. Le nombre de témoignages que j'ai montre qu'en effet, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, c'est avoir un manager, un directeur, un +1, qu'on considère en tout cas comme incompétent. Et en se posant la question, mais comment il est arrivé là et comment il peut rester en place malgré cette nullité dont tout le monde est au courant. Voilà, et ça s'explique par plein de leviers, mais c'est presque un autre sujet. Par contre, c'est vrai que ça peut désengager d'avoir un manager incompétent. Alors, si on a parlé un peu de manager, maintenant on va parler de maintenir l'engagement de ses collaborateurs. Un de tes domaines de recherche s'appelle la réflexivité du travail. En quoi est-ce que ça consiste concrètement pour un manager, la réflexivité du travail? Alors, c'est plutôt la réflexivité du manager. La réflexivité, ça fait partie des soft skills. Donc, on sait tous maintenant qu'il y a des hard skills, donc qui sont les compétences techniques, dures, un process, des capacités à gérer des data, un système, enfin, compétences dures. Et on sait que maintenant, il y a ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, ce qu'on appelait là aussi il y a longtemps le savoir-être. Et il y a des nomenclatures qui existent, c'est pas du café du commerce, les soft skills, c'est quand même des choses qu'on peut travailler. La réflexivité en fait partie. Je dirais même que pour moi, c'est vraiment une des top soft skills qui puissent exister, c'est tout simplement se regarder faire.
cette distance critique dont je parlais. C'est-à-dire que tout manager, mais toute personne, se dire, à la fin de la journée, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que c'était ce que je voulais faire, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, pourquoi il a réagi comme ça, voilà, et faire d'abord être content de choses qu'on a fait de façon positive, qu'on trouve positive, mais aussi faire de ces erreurs, de ces échecs, quelque chose d'apprenant. Et là, moi, je suis vraiment dans cette mouvance de dire, nous faisons des erreurs, nous avons des échecs, mais ils doivent être apprenants. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'en suis arrivée là? Et comment je ne vais pas recommencer? Parce qu'autrement, évidemment, là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas très positif. Comme je dis souvent, il faut savoir innover dans l'erreur, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même en tant que manager, ou est-ce qu'on a besoin d'un coach? Est-ce qu'on a besoin d'un miroir pour faire cet exercice de réflexivité? Alors, il est évidemment avoir un tiers qui n'est pas forcément un coach. Quelquefois, rentrer chez soi le soir et dire à son compagnon, à sa compagne, voilà, ou à un ami, voilà ce qui s'est passé, le verbaliser. C'est extrêmement fort déjà de verbaliser, des fois d'écrire aussi. On met une distance critique par rapport à ça. Évidemment que lire des choses qui peuvent être très académiques ou moins, d'autres témoignages, là aussi, aide à comprendre ce qui a pu se passer, d'ailleurs à trouver des solutions, mais c'est surtout à poser le diagnostic. Pourquoi on en est arrivé là? Et là aussi, moi, je plaide beaucoup pour l'idée de dire qu'on ne passe pas assez de temps sur les diagnostics. On est tout de suite dans la solution. Le nombre de managers que j'ai entendu dire si tu as un problème, viens avec la solution. Mais non, oui, on va penser à la solution. Il paraît qu'Einstein disait que s'il avait 1 heure pour sauver le monde, il passerait 59 minutes à comprendre le problème et 1 minute à trouver la solution. Et moi, je pense qu'il faut passer beaucoup plus de temps. Quel est le problème? Et souvent, quel est le problème derrière le problème? Et ça, les commerciaux qui nous entendent, ils le savent. Quelle est la commande derrière la commande? Quel est le besoin derrière le besoin exprimé? Voilà. Et celui qui réussit à comprendre ça, à mon avis, il est déjà bien parti vers quelque chose de bon en commercial, quelque chose vis-à-vis du client, quelque chose de bon, en fait, dans l'interaction humaine. Voilà. Il m'insulte, il râle, il me dit qu'il veut acheter, mais voilà, derrière, il y a quoi? Et ça, je pense que ça fait partie, enfin, c'est une façon d'être réflexif. Être réflexif, est-ce que c'est préparer le terrain finalement pour les transformations en cours, pour aider à conduire le changement dans son organisation? Alors, ça aide parce qu'on comprend mieux les phénomènes, on a une intelligence des situations qui est plus large, puisqu'on ne va pas se contenter de trouver une solution ou un décryptage un peu à l'emporte-pièce comme on pourrait avoir en disant quiet quitting, plus personne ne veut rien faire, les jeunes générations ne pensent qu'au RTT, ou voilà, on se fait plaisir, on catégorise, le monde est simple et tout va bien, et surtout c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité, mais voilà, c'est pas la clé de la conduite du changement. La conduite du changement, ça amène à d'autres leviers, à d'autres savoir-faire managériaux, dont la réflexivité peut aider, mais c'est pas le seul. La conduite du management, c'est vraiment un savoir-faire managérial en soi. Tu as beaucoup étudié, recherché sur cette science du management avec ton expérience pratique, avec toutes les interactions. Tu as formé des centaines, des milliers de futurs managers commerciaux. Qu'est-ce que la science nous apporte? Qu'est-ce que la science nous dit sur le quotidien d'un manager? Comment est-ce que le manager peut s'inspirer des dernières recherches de la science sur sa façon de conduire et de diriger son équipe? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de recherches sur ces questions d'engagement. Alors, le triangle fabuleux, engagement, implication, motivation. On aimerait tous que nos équipes arrivent le matin, quel que soit d'ailleurs le métier, et fassent un haka à la manière des rugbymen. Allez, on va tous ensemble, je sais pas, challenger la concurrence, motiver les clients. Bon, c'est pas ça.
Moi, j'ai pas beaucoup eu de collaborateurs qui venaient construire une cathédrale en venant le matin au travail. Malgré tout, je pense qu'en effet, on peut susciter de l'engagement, susciter de l'implication, susciter des formes de motivation qui sont très importantes en plus dans les métiers commerciaux, puisqu'il y a quand même cette énergie consubstantielle au métier commercial qui est important. Qui se transmet au client, hein. Si on a cette énergie interne. Et qui fait envie, etc. Je pense que la clé qu'on voit le plus documentée, c'est ce qu'on appelle la sûreté psychologique. C'est-à-dire que avoir des collaborateurs qui se sentent en sécurité psychologique, sûreté psychologique, c'est-à-dire qui peuvent prendre des initiatives sans se poser la question de se faire réprimander, taper sur les doigts, etc. Voilà. Et c'est la clé vraiment de l'équipe. D'abord parce qu'il y a une sérénité. Deuxièmement, parce qu'en effet, il y a cet apprentissage. On devient apprenant, comme je disais, parce qu'on peut se permettre de faire des erreurs. Ensuite, on n'est pas dans cet autocontrôle permanent qui fait qu'on se dit, mais je vais être tout le temps en infraction, etc. Et puis après, dans l'autocensure. Pourquoi je prendrais des initiatives? Pourquoi je ferais plus? Puisque, de toute façon, je risque de me faire réprimander. Voilà. Et ça, c'est une clé vraiment majeure, me semble-t-il, enfin, tout ce qu'on peut voir de mon expérience aussi, pour un management performant et dans une forme de sérénité. Parce que moi, j'aime bien le quiet quitting, mais le quiet managing, c'est bien aussi, quoi. Je veux dire, et ce que je constate aussi beaucoup, c'est que le désengagement, c'est souvent parce qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, on n'est pas bien et tout. Et franchement, ce que je constate, c'est que cette souffrance, elle vient en général d'un management qui est lui-même insécure. Il y a des managers pervers et toxiques, il y en a. Il y en a qui ne pensent qu'à leur carrière, qui sont incompétents au sens de plein de choses, comme en kakistocratie, et qui font des ravages. Mais il y a beaucoup de managers, simplement, ils savent pas s'y prendre, et ils ont eux-mêmes la trouille, quoi. Ils ont la trouille. Quand on pense qu'il faut des séminaires pour prendre la parole en public devant ces équipes de vente. Voilà. Et la clé, c'est cette confiance. Voilà. Et ce que je dis toujours, il y a un cercle de la confiance en mes équipes. Voilà. Est-ce que vous avez confiance dans vos équipes? Est-ce que vos équipes ont confiance dans leurs collègues? Et trop souvent, le collègue, c'est vécu comme un concurrent. Le concurrent est vécu comme un ennemi. Et ça, l'éducation nous aide pas. On copie pas sur son voisin à l'école. La réussite est individuelle. On pose d'ailleurs des questions qui sont toujours idiotes. Le prof nous rembarre. Voilà. Et la confiance dans l'organisation. Est-ce que j'ai confiance dans les messages de mon organisation? Et on voit bien que pour avoir confiance dans les autres, il faut avoir confiance en soi. Que pour que les autres aient confiance en moi, il faut un minimum aussi de confiance en soi, etc. Que pour avoir confiance en moi, il faut que j'ai confiance dans l'avenir dont me parle l'organisation. Et cette notion de confiance, elle n'est pas gagnée. Pas gagnée. Moi, je vois plein de milieux avec cette phrase toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Et en fait, c'est le contrôle qui est avant la confiance. Voilà. On ne fait pas des petites miettes de confiance. On donne sa confiance. Voilà. Et puis, peut-être qu'en effet, on peut être trahi, mais voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça? Et je crois que ce que nous disent ces jeunes au niveau de la diplomation, ce que nous dit le hashtag quiet quitting, c'est pas le comportement lui-même, c'est l'attitude et l'envie d'autre chose qui est tout bête. Voilà, faites-moi confiance, ce qui implique faites-moi confiance par rapport à des tâches qui sont des missions qui sont peut-être pas celles qu'on m'a données au départ. Faites-moi confiance aussi beaucoup dans l'autonomie, la façon dont je réaliserai mes missions. Et ce qu'on constate depuis des années, particulièrement sur les métiers commerciaux, c'est que tout est scripté. Oui. C'est des scripts, c'est de la traçabilité. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est d'une tristesse sans nom. On ne fait pas rêver avec un système qui vous trace, on ne fait pas rêver avec des incentives, excusez-moi, mais des incentives chiffrés, et on le sait depuis très longtemps. Et c'est là où plus on est dans la technologie, la plateformisation, plus on a besoin de l'humain, plus on a besoin de cette reconnaissance de l'homme ou de la femme
Et ça, moi, tous mes étudiants le disent. Je vais terminer là-dessus, mais en apprentissage, en stage, ils ne sont pas dans les stages les plus glamour, ils ne sont pas dans les secteurs tout y rêver. Mais s'ils ont un chef, c'est toujours le mot, hein, qu'ils aiment, la dimension d'amour, moi je l'aime beaucoup, hein, voilà, ils vont rester et ils vont être heureux. Et ça, je crois que on l'a un peu trop oublié en voulant toujours faire toujours plus du même. Et particulièrement avec ces outils magiques de numérisation, Oui. quand on y réfléchit, qui nous font perdre un temps fou et qui ne résolvent rien en fait. Quand on parle d'engagement, tu me disais tout à l'heure la compétition qui peut exister, qui crée ces tensions entre les membres de l'équipe. Quand on parle d'engagement, on ne peut pas éviter le sujet de la rémunération. Et pendant le Covid, à des moments où le business pour certaines entreprises s'est complètement arrêté, s'est posé la question de quid des salaires variables des commerciaux. Est-ce qu'il faut leur garantir une partie? Est-ce qu'il faut voilà. Et donc il y a eu dans beaucoup d'entreprises des réflexions de fond sur la rémunération variable. Quelle est ta position sur la rémunération variable? On voit certaines entreprises, certaines mutuelles qui abandonnent complètement les rémunérations variables, d'autres qui essayent de les renforcer, de les simplifier, de les rendre plus motivantes, plus collectives. Dans tous les cas, on a un grand mouvement vers plus de collectifs et moins d'individuels. Quelle est ta position sur cette partie importante finalement du contrat entre l'entreprise et le collaborateur? Alors, ça me rappelle une anecdote, tu parlais d'anecdote et pas de moi, d'un directeur commercial il y a quelques années qui me disait on a un système de rémunération tellement complexe, il était docteur en mathématiques. Je suis seule à comprendre, comme ça je peux en fumer tous mes commerciaux. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est arrivé dans des sophistications démentielles avec des raisons. Des chercheurs qui ont consacré leur vie au quota. Moi, j'ai une théorie que j'adore, qui n'est pas du tout de moi, c'est la théorie de l'engagement, qui vient de Kissler, l'attachement au lien, qui a été vulgarisée par Joulet et Beauvois, avec ce magnifique petit ouvrage, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et que nous dit la théorie de l'engagement? Elle nous dit que plus on rémunère, plus on désengage. C'est-à-dire que les activités où vous avez le plus d'engagement intrinsèque, c'est des activités bénévoles. Voilà. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas payer, mais ça veut dire que quand on est dans le contrat de travail, donc on donne son travail, comme disait Marx, contre une rémunération, on est dans le contrat. On est dans le contrat. Voilà. Je te donne, tu me donnes, et on essaye de faire 1 + 1 = 3, du win-win, etc. Mais il faut bien comprendre que plus on va être sur des problématiques de rémunération, plus on va accentuer cette notion de contrat, plus on va accentuer le deal, en fait, et on va plus être dans cet engagement qu'on souhaite, qu'on attend, et qui est un engagement d'une autre nature, qui va faire justement le plus. Et on revient au quiet quitting, qui va être voilà, la porte de plus. Alors, je suis dans la caricature, la porte de plus laquelle on va frapper, le décrochage de téléphonique de plus, parce que voilà, on est engagé, on n'est pas simplement impliqué. La différence entre l'engagement et l'implication. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut. Ça a été étudié dans tous les sens, et il faut le retenir. Et je reviens à cette relation humaine qui va justement faire la différence. Je me rappelle d'un centre d'appel client. Alors, centre d'appel client, on se connaît d'ingratitude de ce type de métier, où en plus ce n'était que des intermittents du spectacle pratiquement qui faisaient ça pour vivre. Donc on voit la motivation. Et je me rappelle d'une responsable de centre client que j'ai vue, qui arrivait à les motiver parce qu'elle n'avait aucun moyen, avec c'était des petits gâteaux genre Figolu, voilà. Elle arrivait, mais parce qu'elle avait de l'énergie, parce qu'elle les motivait, parce qu'elle les prenait aussi par rapport à la théâtralisation. Enfin, il n'y avait pas de rémunération. C'était pas les 2 Figolus en plus qu'ils avaient à la fin de la journée. Et alors, il ne faut pas rentrer là-dedans non plus, mais voilà, je crois qu'il faut vraiment se dire que la réponse n'est pas. Mais ça arrange aussi beaucoup de managers. Parce que si les systèmes de rémunération très mécaniques, etc., sont censés apporter le résultat, moi, au contraire, ça me permet de ne pas être en avant.
de ne pas me confronter à ce qui est le plus terrible, c'est l'humain. Hein, l'humain, c'est ce qui est le plus terrible. Et alors pour continuer sur le manager, tu as dit lors d'une de tes vidéos là, qui sont vraiment passionnantes, il faut apprendre à refuser d'être un manager poubelle. Qu'est-ce que tu entends par un manager poubelle? Alors, c'est une petite vidéo sur Xerfi Canal, hein, je fais un petit peu de pub. Alors, c'est les managers qui prennent tout à leur compte. Alors, certains parce que ils savent pas dire non, parce que ça leur donne l'impression d'exister aussi, résoudre les problèmes de tout le monde. Et puis aussi ceux qui veulent être en maîtrise de tout, qui sont incapables de dire à quelqu'un, mais non, c'est à toi de le faire. Mais non, voilà. Et en fait, ils sont comme des vastes poubelles. Ils absorbent toutes les questions, tous les problèmes. Je vais le faire à ta place. Oui, je vais appeler machin. Et ils se retrouvent avec des journées qui font 22 heures, 24 heures. Là, c'est un surengagement et on sait que le surengagement conduit, alors là, pour le coup, au vrai burn-out. Hein. C'est-à-dire le burn-out, c'est vraiment cette mécanique du surengagement, de l'impression de ne jamais faire assez bien et puis d'en arriver à se cramer complètement. Pour le coup, ça peut être très grave. Savoir dire non. Savoir dire non. Savoir dire non et savoir déléguer, c'est surtout ça. Et donc, savoir avoir confiance. Et le dernier thème qui m'a marqué, que tu traites, c'est les fautes qu'un manager doit savoir pardonner. C'est quoi les fautes qu'un manager doit savoir pardonner? Alors là, tu me prends un petit peu de cours, je ne sais plus, ça devait être un sujet à un moment que je ne sais pas. J'avoue que là, tu me prends un petit peu de cours. Mais de toute façon, le pardon fait partie de la mallette du manager. Je pense que c'était l'idée qu'en effet, là on revient aux erreurs et aux échecs, savoir dire, en effet, ou peut-être d'ailleurs tu t'es mal conduit. Je pense que ça partait sur les dérives aussi qu'on pouvait avoir chez certains collaborateurs qui vont être dans des dérives fortes et même peut-être qui pourraient relever d'une faute grave, etc. Et ce que je disais, c'est que savoir pardonner, ça peut faire partie aussi d'un nouvel élan qu'on va donner à la personne et lui donner une seconde chance. Et ça peut faire partie, je pense, de la maladie du manager. Et du contrat de confiance qu'on Et établit. du contrat de confiance, il a été rompu à un moment donné, mais on peut peut-être se redonner une chance de repartir sur de nouvelles bases. Et je crois que c'est valable pour la société en général. Hein. C'est éviter que les personnes partent complètement à la dérive. Voilà, je crois que ça fait partie des sujets, en effet, que j'ai dû explorer à un moment, mais ça doit être un peu plus vieux. Un grand merci Isabelle, c'était passionnant. On a parlé de kakistocratie, on a parlé de réflexivité du manager, on a parlé de traités de manipulation à l'attention des honnêtes gens. On a parlé du contrat psychologique. On a balayé finalement beaucoup de sujets sur cet engagement. On finit par une dernière question. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire particulièrement au quotidien? Alors j'en ai une qui est assez connue, c'est un vers de René Char qui dit impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te voir, ils s'habitueront. Voilà, et je pense qu'on a parlé un tout petit peu de changement. La prise de risque, l'audace font partie, pour moi, de l'équipement du bon manager. Et puis la capacité à être disruptif, mais ça veut dire qu'on prend des risques et que ces risques, il faut oser les prendre, oser être qui on est, et qu'en effet, des gens qui peuvent critiquer, qui sont résistants, qui n'ont pas envie de vous voir faire ça, s'habitueront parce que vous avez raison de toute façon d'avancer. Impose ta chance, serre ton bonheur à t'observer, ils s'habitueront. Serre ton bonheur, oui. Et va vers ton risque. Va vers ton risque. Va vers ton risque. À te voir, ils s'habitueront. Va vers ton risque, à te voir, ils s'habitueront. René Char, un grand merci Magnifique, Isabelle. René Char. Pour aller, magnifique René Char. Pas toujours facile à lire, mais absolument magnifique.
Pour aller plus loin, bien sûr, parmi les nombreux ouvrages que tu as publiés, Manager la diversité, la lutte contre les discriminations, leadership inclusif chez Duno, Le manager et le philosophe, écrit avec Yann Hervé Martin, Femmes et hommes dans l'entreprise, les nouveaux défis. Un très beau titre, Souci de soi, souci de l'autre, enquête d'insouciance dans les organisations, aux éditions de l'Harmattan, et le management commercial aux éditions Duno. Également, on salue Alexiade Bernardi, qu'on a reçu il y a quelques mois, qui a écrit Moteur d'engagement 365 actions pour mieux travailler ensemble, aux éditions Marabout, et un film d'Arthur Gosset, Rupture, sur les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les jeunes. Et Voilà, je fais la pub pour un tout petit bouquin que je viens de sortir, mais minuscule, hein, un petit leaflet sur le grand récit de la vente, où je parcours les métiers commerciaux depuis qu'on les a vus émerger 4000 ans avant Jésus-Christ. La première plainte client, hein, d'ailleurs, c'est une tablette mésopotamienne avec un client mécontent de 1750 avant Jésus-Christ. Et je montre en quelques 30 pages un peu ce qu'on vient de dire, quoi, les fondamentaux et tout ce qui est toujours constant, avec des renouvellements, comme on vient de le voir, avec sous forme de hashtag. Voilà, c'est un tout petit le bouquin, grand récit de la vente. On vous enverra à tous le lien avec les références du livre. Un tout petit leaflet, mais qui est assez marrant. Le grand récit de la vente. Eh ben, écoute, je vais l'acheter de Spa pour pouvoir le lire. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de pouvoir te garder avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et pour ceux qui doivent partir, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, avec Patrick Barabé, le fondateur de l'Apia, pour parler de social selling, supposé nouvelle Eldorado des commerciaux. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur l'interface GoToWebinar, et Amaury nous les lira. Est-ce qu'on a déjà des questions, Amaury, de nos auditeurs? Oui, un certain nombre. Vous dites que ce comportement, donc en faire le moins possible, est vieux comme le monde. N'y a-t-il pas aussi un ras-le-bol lié notamment aux bouleversements sociaux actuels, les gens ne se reconnaissant plus dans la mission et la vision des entreprises? Alors, c'est vieux comme le monde qu'on ne se reconnaît pas, enfin qu'on soit en retrait, comme je l'ai dit, ou qu'on en fasse vraiment le minimum. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus une déconnexion entre des aspirations individuelles. La montée en puissance de l'individualisme, hein, compte beaucoup. On a parlé d'hypermodernité, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et en effet, l'individualisme, ça passe aussi par moi, individuation, c'est-à-dire moi en tant que personne. Donc, on est beaucoup plus, en effet, sur cet alignement, enfin, cette exigence d'alignement entre ce que je veux faire dans mon entreprise, dans mon métier, et ce que me propose l'entreprise. En effet, je pense qu'il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est que pendant longtemps, le travail, ça a été le dur labeur, quelque chose qu'on faisait parce qu'on était obligé de le faire. Maintenant, on a une exigence d'épanouissement personnel dans le travail, et qui complique évidemment les choses, d'où cet engagement maintenant émotionnel et affectif dont j'ai parlé. N'a-t-on pas souvent nommé manager d'une équipe quelqu'un qui avait performé individuellement dans son activité? Alors ça, c'est toujours le cas. Je le rencontre, mais tous les jours, je l'ai encore vu hier avec des entretiens, etc. La dualité entre l'expertise et le management. J'étais avec une jeune femme manager, ingénieure nucléaire, top niveau, et elle me disait, il m'a fallu des mois pour faire le deuil de mon expertise. Et c'est vrai que le problème qu'on a actuellement, c'est que dans beaucoup de postes de manager, la personne garde des tâches opérationnelles. Tant qu'un manager commercial restera aussi un grand compte, il y aura toujours cette dualité entre l'expertise et le management. Le temps du management ne sera pas celui qu'il mérite, ça sera après le reste. Et c'est vrai qu'on a cette difficulté maintenant de plus en plus à avoir des gens qui veulent être managers parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur expertise. Et être manager, c'est s'effacer devant les autres. C'est les faire grandir. C'est pas être le premier vendeur, le premier ingénieur, etc.
Donc, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on le dit, mais qu'on n'a toujours pas, les entreprises n'arrivent pas à dire le management est un métier avec des compétences spécifiques et du temps spécifique. Comment reconnaître l'engagement au sein des organisations au-delà de la rémunération? Ah, reconnaître, en forme de reconnaissance, d'accord. Eh bien, tout simplement en disant merci, en disant bravo. Alors, pas un merci cosmétique, hein, comme on peut le voir dans certains pays anglo-saxons, tout est top, tout est merveilleux. Un vrai merci, les yeux dans les yeux. Alors, il y a un endroit magique qui s'appelle les entretiens d'évaluation, qui sont en général maintenant sous-traités à des plateformes, comme ça on ne se voit pas, c'est beaucoup mieux. Les yeux dans les yeux, voilà. Franchement, ce que tu as fait, c'était bien. Mais je sais ce que tu as fait, je peux en parler. Et moi, je te dis du fond de mon cœur que voilà, c'est ça la reconnaissance qui est attendue. Et c'est pas forcément une prime, un cadeau sur un catalogue ou un truc mécanique. Il n'y a pas très longtemps, un manager me dit c'est facile de dire merci. Non, c'est très, 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 très dur de dire merci. Un vrai merci. Progressivement, l'éducation de valeur travail a perdu de son intensité, à l'inverse de la valeur éducative écologique, qui au XXIe siècle fait beaucoup plus rêver. Pourquoi? Alors, non. Toutes les enquêtes, les études montrent que la valeur, enfin, c'est une valeur, mais que le travail reste très, très important dans la vie parce que, bien sûr, il y a la facette travail, souffrance au travail, difficulté, mais il y a toute la facette socialisation, reconnaissance de soi. Et d'ailleurs, toutes les questions du télétravail et du confinement ont bien montré qu'on avait besoin de ce collectif, de cette socialisation. Donc, ce qu'on va appeler le travail est toujours au centre. Un petit peu moins peut-être que des enquêtes le montraient, parce qu'en effet, il y a eu aussi cette percussion de la vie privée qui est rentrée depuis 2 ans beaucoup plus, cette fameuse conciliation vie privée, vie professionnelle. La confusion qu'on fait, c'est que l'emploi. Le travail reste quelque chose de central, l'emploi est beaucoup plus challengé, discuté, voilà, il ne faut pas confondre. Je peux et d'ailleurs, c'est logique, plus j'attends du travail, plus je peux être mécontent et frustré de mon emploi. Plus on rémunère, plus on désengage. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre les sources et les auteurs de la théorie de l'engagement? Quels seraient alors, pour vous, là ou les 3 éléments pour booster l'engagement de ses collaborateurs? Alors, on revient un petit peu aux mêmes choses. Alors, la théorie d'engagement, elle est née chez quelqu'un qui s'appelle Kissler, l'attachement au lien, et elle a été donc largement démocratisée, vulgarisée par donc Joulet et Beauvois, avec entre autres ce petit livre que je citais, et qui montre qu'en fait, c'est une vision de l'homme par ses actes. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on est engagé aussi par les actes qu'on fait précédemment. Et c'est une autre vision que uniquement la vision justement de la vision, de l'objectif. Voilà. Et on va procéder. Par exemple, la théorie d'engagement va vous montrer qu'un contact physique, une tape sur l'épaule, poser sa main sur le bras de quelqu'un, va l'engager par rapport à une demande. Il sera beaucoup plus réceptif à sa demande. Instinctivement, il y a beaucoup de managers qui savent ça. Faire des déclarations en public sur l'accord, sur une décision, vous engage beaucoup plus que de dire bon, ok, chacun dans son coin. Voilà, ça renvoie à des techniques. Si vous avez des enfants, leur donner de l'argent pour quand ils ont des bonnes notes, c'est tout sauf les engager dans leur scolarité. D'accord? Donc, c'est vraiment des théories qui ont été expérimentées, mais des milliers de fois. Vous lisez ce petit livre, mais il y a plein d'études qui factuellement montrent c'est ce que connaissent les commerciaux, le pied dans la porte. Vous ouvrez la porte, vous entrez dans l'entrée, vous vous retrouvez dans le salon, parce que ça relève de la théorie de l'engagement. Donc, c'est une théorie largement démontrée, factuelle, et qui est plutôt basée sur les actes. La deuxième question, c'était quoi? Il y avait 2 parties dans la question. Quels seraient alors pour vous, là, ou les 3 éléments pour booster l'engagement de ses collaborateurs? Eh bien, je l'ai dit, la sûreté psychologique, la reconnaissance, oui, enfin, être capable de rassurer,
moi je pars beaucoup du principe que le manager intermédiaire doit rassurer. Il doit rendre aussi les choses intelligibles. Hier, j'étais à un ministère, je parlais avec des managers intermédiaires. Je leur disais, votre boulot, c'est aussi de passer du temps à simplifier des notes qui font 50 pages pour les rendre intelligibles pour vos collaborateurs. Vous parlez tout à l'heure du dispositif de rémunération, du nouveau CRM, etc. Ça, c'est une façon de susciter de l'engagement. Il m'aide à comprendre la complexité du monde. Le sens au travail. Pensez-vous que les entreprises n'ont pas fait ce qu'elles devraient pour que les collaborateurs trouvent du sens dans leur travail? Alors, les entreprises, c'est beaucoup dire, hein. Il y a plein d'entreprises où... Alors, par contre, le sens ne suffit pas, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs qui n'ont pas de sens, hein, et le documentaire Rupture le montre, etc., les démissions des étudiants. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les shit jobs. Et les shit jobs, malheureusement, c'est tous ces métiers qui ont un sens. Mais alors, de dingue, hein. Quand on est éboueur, ça a du sens de nettoyer une rue. Quand on est aide-soignante ou accompagnateur de vie dans un EHPAD, ça a du sens. Malheureusement, c'est des métiers qui ne sont pas payés, qui sont ingrats, qui ne sont pas reconnus. Donc le sens, c'est bien, mais ça ne suffit pas non plus. Et d'ailleurs, beaucoup d'études montrent que même chez les plus jeunes, parce qu'on n'a pas trop parlé des générations, et c'est vrai que souvent, c'est les jeunes qui ont besoin de sens, les plus vieux n'en ont plus besoin. Les jeunes, d'ailleurs, souvent mettent en numéro 1 la rémunération, le CDI, même dans des écoles de management et des écoles d'ingénieurs, hein. Donc, cette notion de sens, elle est importante. Il y a des entreprises qui arrivent à être alignées, hein, c'est une question plus d'alignement, qui arrivent à faire comprendre à leurs collaborateurs l'impact qu'ils vont avoir sur ce que leur geste va avoir comme impact. En effet, remplir des tableurs Excel sans savoir où vont aller les infos qu'on rentre, on perd du sens, on est dans une cage de hamster. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, hein, qui sont incapables. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme la kakistocratie, c'est pas une fatalité. Et qu'un manager intermédiaire, en prenant sur lui, il peut donner du sens pour ses équipes, alors que lui-même, il est en difficulté par rapport à ce qu'on peut lui demander. Voilà. C'est mieux quand ça vient du haut, mais voilà, on peut ouvrir le parapluie et arrêter la perte de sens en redonnant à sa façon. C'est ce que je disais avec cet exemple des Figolu et de ma responsable de service client d'appel. Un manager intermédiaire peut donner du sens à son équipe, même s'il doute lui-même. Une très belle conclusion pour cet entretien de haute volée. Un grand merci Isabelle pour ta participation avec nous aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. On aurait voulu continuer cet entretien et j'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir avec plaisir. Dans une prochaine édition sur d'autres sujets. Peut-être pour commenter le grand récit du commerce, hein, ce petit ouvrage qu'on va tous lire. On va vous envoyer les références. Merci à tous de votre présentation. Les représentations, là, on n'en a pas parlé non plus. C'est passionnant les représentations. Surtout dans les métiers qui sont très humains, hein, qui sont les métiers de la vente. Oui. Très bien. Eh bien, écoute, l'invitation est ouverte. Voilà. Merci de votre accueil chaleureux et merci à tous ceux qui étaient avec une écoute peut-être plus ou moins attentive derrière leur ordinateur. Ouais. Merci à tous. À la semaine prochaine pour parler de social selling. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne journée.